Salut Théo. Salut Mehdi. Tu vas bien? Ça va et toi? Merci d'être là. Bah écoute, je suis ravi. Mais dis-moi tout. Je suis très heureux. Première question Théo que je pose à tous mes invités, comment tu vas? Écoute, ça va très bien. Très bien. Je vais merveilleusement bien. On est dans le 5e arrondissement de Paris, pas très loin du lieu que tu as choisi. Tu bosses à peu près depuis 12-13 ans. Tu as toujours eu envie de faire ça, je veux dire, de faire le métier que tu fais aujourd'hui, qui est réalisateur. Ça t'est venu de cette époque-là ou c'est venu avec les expériences plus tard? Je connaissais pas forcément le métier de réalisateur, mais je sais que j'ai toujours voulu faire des vidéos en tout cas. D'accord. Tu as fait, il me semble, une école de cinéma? Ouais, j'ai fait 1 an et demi là-bas, je travaillais déjà pas mal à côté, du coup j'avais pas forcément le temps d'aller en cours et de suivre les cours bien quoi. Par exemple, toi tu conseillerais de faire ce genre d'école? C'est compliqué en fait, je pense que l'école c'est important parce que ça t'apporte un minimum de bagage culturel sur le cinéma, sur l'histoire, en termes techniques, en technique, sur le vocabulaire, sur le jargon et tout. Mais après je pense qu'une école seule n'est pas forcément la bonne solution. Il faut pratiquer, il faut prendre un truc, le caméscope de tes parents et tu fais tes trucs chez toi. Téléphone maintenant aujourd'hui. Si toi en tant qu'élève tu te cantonnes à suivre les cours ça suffira pas. Et à avoir ton diplôme et avoir des bonnes notes, c'est très bien, hein. Tu vas avoir le diplôme de l'ESRA ou de l'ECA ou de n'importe quoi, mais c'est pas ça qui va réellement te former et te confronter aux vraies problématiques du terrain, quoi. Et en fait, je pense que pour la plupart des gens, l'école, ça te sert à te faire rencontrer des gens qui ont la même passion que toi. Tu commences à te créer un réseau quand tu es étudiant, qui peut être une chose bien ou pas, hein. Mais je sais que plein de gens autour de moi bossent avec des gens avec qui ils ont partagé l'école. À l'époque. Ouais, c'est ça. C'est déjà au sein d'IDZ. IDZ, pour ceux qui nous regardent, c'est une boîte de production dans laquelle, qui t'appartient un peu aussi, et dans laquelle tu as commencé un peu. Oui. Tu faisais quoi là-bas exactement? Bah IDZ, il n'y a pas trop de hiérarchie, de trucs, enfin t'es pas catégorisé en tout cas à l'époque, t'étais pas genre monteur ou réal ou machin. Ouais. En fait, ils cherchaient des gens à l'époque qui pouvaient un peu prendre en charge un projet de A à Z, quoi. Moi, je suis arrivé, c'était Ludoc qui m'avait repéré à l'époque sur Internet. Comment ça se passe la rencontre avec Ludoc? À l'époque, sur Dailymotion, quand tu faisais des contenus qui n'étaient pas genre tu filmes ton chat ou tu te filmes en train de faire du vélo, quoi, t'étais motion maker. Et moi, du coup, je faisais des petits trucs sur Internet, mais vraiment à l'arrache, quoi. Je prenais mes potes de lycée et mes potes de collège, même à l'époque. Et on prenait la caméra du père d'un pote qui avait une cam et qui voulait bien nous la filer, mais c'était compliqué parce qu'on avait la casser, etc. machin. Et on faisait des petits courts-métrages, des petits clips et des trucs comme ça. Et vu que j'avais le badge Motion Maker, à l'époque, IDZ qui s'appelait Indabuzz était à la recherche de nouvelles personnes pour rejoindre l'équipe. Et moi, je les suivais depuis des années parce que j'étais fan d'Indabuzz. Il y avait qui dans Indabuzz? Il y avait. C'était une team de 3 personnes. Tu avais Ludoc réal, Ludovic comédien et Charles qui était aux effets spéciaux et à tout ce qui est after, trucage et tout, quoi. Et du coup, c'est en les suivant. À l'époque, il y avait un forum, il y avait. Enfin, c'était internet, quoi. C'était ambiance forumactif.org, quoi. Du coup, on se parlait avec Ludoc sur le forum. Mais je devais avoir 14-15 ans, quoi. Ouais, donc, et sauf que j'étais beaucoup trop jeune pour travailler. Et du coup, quand j'ai commencé à être au lycée, je commençais à bosser un peu vite fait pour IDZ. Je faisais des making-of. Je faisais des captars en studio d'artistes pendant les sessions d'enregistrement. C'est comme ça que tu as commencé à bosser au niveau professionnel, à te faire un peu d'argent. Ouais. Tu as fait aussi des pastilles, il me semble, pour des émissions de télé. Ouais. Non? T'as vu, j'en sais des trucs. Ouais, c'est vrai, putain, t'es calé, quoi. Des Secret Story, non? En fait, à l'époque, IDZ, c'était une boîte qui était toute jeune, qui a été faite avec Ludoc et les gars, Ludovic, Charles, qui sont associés avec 2 producteurs, qui s'appellent Julien Allard et Mathieu Allard. Ils commençaient à avoir leur premier contrat en télé et c'était les Interville, Secret Story, meilleur pâtissier, meilleur couturier, les Anges, Carré VIP. Et du coup, ouais, ils nous envoyaient, nous, faire les portraits des candidats. C'était la chaîne qui montait, mais en fait, ils envoyaient des équipes. Il y avait WAM ou Ludoc ou Ludovic, machin, avec un assistant ou pas et un journaliste. Et du coup, l'idée, c'était de, quand tu regardes une émission et qu'un mec fait « Salut, je m'appelle Michel, j'ai 25 ans, je viens de Rouen, voilà, je fais ça. » C'est vous qui partiez là-bas? C'est nous qui on partait faire ça, ouais. Et t'avais quel âge à l'époque? Je crois que j'avais, je devais avoir 17 ou 18 ans. 17 ans, 18 ans, quand tu fais ça pour des chaînes de télé, quand même, c'est des prime time, c'est des trucs comme ça. Tu te sentais les épaules de faire ça? Genre, à aucun moment tu réfléchis, tu te dis « Putain, je vais faire ça pour une chaîne de télé Non, en vrai, je me chiais dessus total, sur les premiers en tout cas. Voilà. En fait, à l'époque, moi, j'ai toujours voulu faire des films et des vidéos. Et là, on me disait, tiens, prends ce 5D et filme des trucs. Et en échange, on va te donner de l'argent. Moi, j'étais là, waouh, c'est trop cool. 17 ans, en faisant le truc que je kiffe, je peux gagner de l'argent et peut-être en vivre, quoi. Je me mettais une pression folle parce qu'en plus, c'était des journées de malade et tu savais pas dans quoi tu t'embarquais. En fait, les portraits, l'idée, c'était que tu devais arriver dans un lieu avec un mec que tu connais pas. Et tu n'avais pas le droit de savoir qui c'était parce que c'était confidentiel. De la prod, ouais. Il fallait arriver à essayer de raconter un truc en construisant une histoire avec que dalle en fait. Ouais. Et t'as pas d'équipe, t'as pas d'assistant. Enfin si, parfois t'as un assistant, mais
t'as rien, donc t'es là dans ton train avec tes 3 5D, ton travelling boudin, tes panneaux LED pour éclairer à l'arrache. C'est horrible ce que je veux dire, tu vois, mais j'ai beaucoup plus appris en faisant des portraits Secret Story qu'en faisant l'ESRA, quoi. L'ESRA pendant 2 ans, quoi, tu 1 vois an et demi, ouais. À cette époque-là, IDZ commence à produire quelque chose, et ça s'appelait le Studio Bagel à l'époque. Non, c'est pas vraiment ça qui s'est passé. C'est pas ça qui s'est passé? En fait, le Bagel, c'est YouTube qui a lancé un appel d'offres aux boîtes de prod françaises pour créer du contenu sur YouTube. Et du coup, Lorenzo Benedetti a eu cet appel d'offres. Sauf que on avait un budget qui était pas mal, mais il fallait produire, je crois, 35 heures de contenu en une année. Donc en fait, quand tu prends les modèles de prod de télé, avec le budget qu'on avait, tu produisais peut-être 1 heure. Donc il est allé voir les frères Allard, qui eux avaient IDZ. Il leur a dit voilà, moi j'ai tant d'argent, on a envie de produire du contenu pour internet. Et du coup, IDZ est devenu la production exécutive de Studio Bagel la première année. Moi, quand je suis arrivé à Bagel, c'était en 2012, je crois. Moi, entre-temps, à IDZ, j'avais fait déjà pas mal de trucs en télé. J'ai réalisé beaucoup de génériques télé pour des émissions. J'avais fait le générique d'Hanouna à l'époque sur France 4. de TP, Touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste. Et du coup, mine de rien, tu vois, c'était des tout petits projets, tu vois, c'était des génériques télé. Malgré le fait que j'étais jeune, j'essayais de me mettre, moi, enfin, déjà, j'avais une pression de malade, quoi. Et ça t'apprend à avoir une certaine rigueur, à savoir, du coup, gérer une équipe, parce que les génériques, t'es pas deux comme le Bagel ou comme les making-of, quoi. T'es 10, 20, 30, etc. Donc, quand je suis arrivé au Bagel, moi, j'avais déjà une petite expérience en télé. Enfin, en tout cas, de gestion d'équipe. Alors que t'avais 21 ans, quoi. Ouais, je sais plus, j'avais 20 ans ou 21 ans. Et du coup, ouais, en arrivant au Bagel, vu que c'était un nouveau média et que c'était pas de la télé et que il y avait 1000 fois moins d'argent qu'en télé, quoi. C'était maintenant que j'avais plus ou moins appris à gérer des gros tournages à responsabilité, c'était maintenant prends ton 5D, démerde-toi, quoi. Maintenant, faut que tu arrives à faire des trucs cool en étant seul. Et donc tu dirais que c'est tout ça qui a fait qu'au bout d'un moment, on t'a confié une grosse réal. Ta première réal au Studio Bagel, c'était Martin le Pingouin avec Jérôme Niel, écrit par Jérôme et Axel Maliverny, il me semble. Oui. Il était une fois, dans un pays merveilleux, un pingouin qui s'appelait Martin. Tu dirais que c'est toute cette expérience-là qui a fait que on t'a dit vas-y. Je sais pas, c'était un truc qui s'est un peu fait par défaut, tu vois. Au bout d'un moment, tu vois un petit mec blond qui a les cheveux longs qui traîne dans les bureaux. À un moment, il y a un gars qui a dû se dire ouais, lui, il fait quoi là, faut lui donner un truc à faire. Et du coup, ou alors Ludoc était pas dispo, je sais plus comment ça s'est passé, je t'avoue. Avant Bagel, tu connaissais un peu toi ce que faisaient les. Ouais, je les suivais, ouais. Tu les suivais un peu, ouais, donc tu savais à qui t'avais affaire quand même quand t'arrivais pour. Non, bien sûr. Avec ta caméra quand même. Ouais, mec, j'étais en plein dedans. Moi, je suis en plein dans la génération qui a grandi avec internet et parce que là je devais mater les premières vidéos de Norman, j'avais 15 ans, 16 ans. Ouais, parce que là on le dit, t'as 25 ans. Ouais. C'est ça, voilà. Et du coup, cette première réal, on va en parler. Mais d'abord, on va aller au lieu que t'as choisi. D'accord. Chez Sam Station. Oui. Qui est mixeur. Oui. On va aller là-bas. D'accord. Oui. Oui. Allez, c'est parti. C'est oui. Vous nous suivez. Théo, où est-ce qu'on est? Le lieu que t'as choisi pour ton interview? On est chez Sam, alias Sam Station. Sam Station. Qui est notre mixeur au Bagel de quasiment toutes les vidéos. D'accord. Et avec qui moi j'ai mixé quasiment tous mes trucs. Pourquoi tu as choisi cet endroit précisément? Parce que c'est un endroit dans lequel on a passé vraiment beaucoup de temps avec Sam. Quoi. Et du coup, je trouvais ça cool de mettre en avant le son dans la chaîne de post-prod d'un film. Tu as une vision du son, c'est quelque chose qui te... C'est hyper important. Ouais. C'est hyper important, c'est 50% du film, quoi. Les gens ont tendance un peu à dévaloriser le son et à se dire c'est pas grave. C'est pas grave. Alors qu'en fait, vaut mieux avoir un truc qui est pas très beau, mais avec un bon son, qu'un truc très beau avec un son horrible. Et c'est pour ça qu'avec Sam, alors on s'aime beaucoup, mais il me hait dans le travail parce que on passe 4 fois plus de temps qu'on devrait sur les mix parce que je le fais chier sur le moindre détail, sur le moindre truc. J'ai même entendu dire que tu pionçais ici. Il m'est arrivé de pioncer là. Là. Vraiment là. Voilà, ici. au sol. Parce que sur des trucs qu'on a pu faire ensemble, je crois que c'était Technophobe de Cyprien, où il fallait qu'on livre très vite. Et du coup, on n'avait pas le temps et on bossait jusqu'à 3h du mat, on dormait 2 heures là et on se relevait à 6h pour continuer à mixer. Tout à fait. C'est aussi ça la réalité de ton quotidien en tant que réal? Alors du quotidien, je sais pas, mais il y a une époque où oui, il y a une époque où oui, comme on était en flux tendu tout le temps et qu'on sortait... je sais pas, peut-être 2 ou 3 vidéos par semaine toutes les semaines, entre des trucs qui passent à la télé, des trucs qui passent sur le web, etc. Ouais, enfin, tu mets ta vie de côté et tant que le projet il est pas def, il faut continuer à bosser dessus, quoi. En parlant de projet, j'aimerais qu'on revienne sur ta première réal, Martin le Pingouin. Ouais. C'est pas dans ce sketch-là où tu jettes les bases un peu de tout ce qui s'est passé après et de ta manière de travailler en tant que réalisateur? C'est un peu bizarre comme projet parce que c'est Jérôme qui a l'initiative de ça. D'ailleurs, à l'époque, ça devait pas s'appeler Martin le Pingouin.
J'ai une anecdote, mec. Allez. Ça devait s'appeler Nestor le Castor. Pourquoi? Parce que ça faisait rire les auteurs, Nestor le Castor. Et en fait, ça s'est pas appelé Nestor le Castor parce que Sarah, qui était chargée de prod à l'époque, Sarah Gélin, n'a pas trouvé de costume de castor sur internet. Et du coup, Comme quoi, à quoi ça se joue? ouais, elle nous a sorti une liste de costumes qu'on pouvait. Donc il y avait un éléphant, un zèbre et tout. Bref, je crois qu'on était avec Jérôme et Axel et on se disait, bah, il y a ça. Et Jérôme, il a fait, bah, Martin le pingouin, banque. Le pingouin. C'est parti, quoi. C'est cool. Cette réal-là, tu te mets une pression particulière quand même parce que c'est ta première réal au bagel, je veux dire, de sketch. En vrai, tu te mets toujours un peu la pression quand tu réalises un truc. Enfin, ça dépend parce que tu as des tournages plus ou moins compliqués. Mais à partir du moment où ta journée elle commence, même si toi tu es archi préparé, tu as un chronomètre qui tourne, quoi. Et c'est, bah, est-ce que je vais réussir à faire exister le truc que j'ai en tête? Quand je lis le scénar, tu as une semaine où tu penses au truc à mort tous les soirs et tout. Et le jour où tu shootes, bah, c'est. Faut que j'arrive à rentrer tout ce dont j'ai besoin, tu vois. Donc t'as quoi qu'il arrive une pression. Ce métier réel, il y a tout, quoi. Enfin, il n'y a pas genre une manière de réaliser, il n'y a pas un profil de réalisateur. T'as 1000 manières de travailler différentes, t'as 1000 manières de mettre en scène un truc différemment. T'as des réals qui sont hyper techniques et qui ont envie de tout gérer, qui vont dire, bah, moi je contourne avec cette cam, avec ces optiques, avec ce lutte pour le truc, pour les talos, parce que voilà, machin. T'es un peu comme ça, non? Moi, je suis un peu contrôle fric comme ça, ouais. Et t'as des réals qui sont juste à gérer leurs comédiens. Et pour autant, ces deux et qui savent pas avec quelle caméra on tourne, tu vois, par exemple. Ce qui pour moi est impensable, quasiment. Il n'y a pas de truc plus viable qu'un autre, en fait, tu vois. En parallèle à tout ça, il y a le bébé, j'ai envie de dire. Ton bébé, la chaîne Batégaël, quand même. Oui, c'est vrai, ouais. La chaîne Batégaël, à part auteur, en fait, t'as toutes les casquettes pour moi. Tu penses que c'est important sur le web d'être polyvalent comme ça, d'avoir toutes ces casquettes un peu? Je pense que c'est indispensable. Indispensable. Je pense que c'est indispensable. En vrai, Batégaël, c'était cool parce que c'est venu après 10 minutes à perdre. Vu que Gaël était déjà au bagel, il a dit, bah vas-y, on veut refaire 10 minutes à perdre. On va l'appeler Batégaël. Et du coup, bah, on a constitué une équipe un peu B à celle du bagel. Ouais, c'est la première chaîne en dehors de bagel produite par bagel. Et ouais, on avait les rênes à 100%, quoi. Batégaël, on nous a filé la chaîne avec une prod qui s'appelle Clara Lesage. Oui. Il y avait Clara, il y avait moi. Il y avait Antoine, Antoine l'ingé-son, quoi, ouais. Et une maquilleuse, et parfois une accessoiriste s'il y avait besoin. Enfin, en fait, on était tellement une petite équipe, tellement soudée, quoi, qu'on arrivait à faire des trucs avec que dalle. Moi, je faisais la light, je faisais le point, je faisais les cadres, je faisais tout. Et le tournage se terminait. Je prenais la carte du 5D, je la mettais dans ma poche. J'arrivais chez moi, je la mettais dans le petit lecteur, tout petit. Je montais et du tournage à la post-prod, je gérais tout. Et il y a juste le mix, du coup, c'était Antoine, le mec qui prenait le son sur le tournage, qui mixait. Et souvent, vu qu'on était en flux tendu, pareil, bah, je finissais de monter à 2h du mat, je prenais mon scoot, et j'allais chez un carrage qui m'attendait à 3h du mat, on faisait le mixage, et bah, la vidéo, elle était prête à 8h du mat le lendemain, et on l'a diffusée le soir même, quoi. On va partir sur la question de l'abonné. C'est la question de Wolfrabus sur le bêtisier 2 de la chaîne Batégaël. Elle a l'air vraiment chiante, l'équipe qui filme et supervise. Laissez Batégaël s'amuser. Du coup, ma question, parce que c'est pas vraiment une question, mais il y a un truc sous-jacent. Déjà, Baptiste, hein, Baptiste. Vraiment, Baptiste et Gaël, je vous baise. Baptiste Lorbert et Gaël Mektoub. Mais je vous aime aussi très fort. Je t'ai coupé du coup la question. La question qui était, Batégaël, en tant que comédien, comment tu les gérais toi? Il y a des commentaires, le respect a disparu pour le réal. Enfin, Bah oui, mais c'était pas vraiment de la direction de comédien parce que c'est leur perso à eux, ils les tiennent. Enfin, personne mieux que Baptiste, c'est comment faire Baptiste. Hey Gaël Et personne mieux que Gaël, c'est faire Gaël, tu vois. Donc c'est pas de la direction de comédien. Moi en fait, mon rôle en tant que réal, encore une fois, j'étais un peu la caution qualité et mise en scène du sketch. C'est-à-dire qu'il fallait que leurs conneries qu'ils ont écrites sur un bout de papier, pour qu'elle ait un peu de gueule, il fallait le point de vue d'un mec extérieur pour la mettre en scène. Mais direction de comédien sur Batégaël, non, vraiment non. Enfin, si je pouvais lui dire, bah mec, là en fait sur le plan d'après il se passe ça, donc peut-être joue-le un peu plus comme ça. Ouais. Mais c'est leur perso. Moi, mon vrai taf sur Batégaël, c'était de faire exister les sketchs. Et c'est ça qui était chaud parce qu'on avait que dalle, quoi. Et les mecs, ils t'écrivaient des trucs. Enfin, Gaël va pour traverser la route et genre il se fait renverser par une voiture, sauf que du coup il décolle et il décolle dans le ciel en hurlant. Puis après il percute un avion. Puis après, il rebondit sur l'avion et il repercute un autre truc, tu vois. Et nous, on était là, on se disait, bah, comment on va faire ça? Et ça, Batégaël, ils s'en branlaient, en fait. Ils écrivaient, ils vous balançaient ça. Ça les faisait marrer et ils nous disaient, bah, démerdez-vous.
toi et Clara, du coup, vous étiez vraiment j'allais dire les parents, le papa et la maman. Ah, mais ouais, on était les babysitters, quoi. Antoine, arrête de faire ci, Baptiste, arrête de faire ça, Gaël, arrête de faire ça. Parce que ça pouvait aussi faire perdre du temps. Bah, c'est juste que sur un Bat et tournage. Gaël, c'est des grands enfants et Bat et Gaël, en fait, on leur a donné un peu les moyens de faire leur truc. Leur truc d'enfant, mais devant des caméras. Voilà, et du coup, en vrai, s'ils étaient sages, on aurait fini tous les jours à 14h les tournages. Sauf que on finissait à 20h. Ils voulaient s'amuser en fait. Et eux, c'était un peu. Ça se voit d'ailleurs. On est devenus très copains et du coup, c'était un peu la garderie pour eux. Enfin, tu vois, ils étaient yes, aujourd'hui c'est Bat et Gaël, on va se marrer, tu vois. Et pendant plein de fois, on s'est fait allumer sur les commentaires parce que toute la journée, on fait allez les gars. C'est vraiment devenu mon gimmick quasiment. On charriait avec ça. On disait allez les gars. Et ouais, putain. parce que. Putain. Et parce que on passait notre journée à leur dire allez les gars, putain, on tourne là. Enfin, fait chier. Je dois avoir des centaines d'heures de rush où les mecs ils disent de la merde et ils font pas ce qu'il faut faire, tu vois. Même quand tu dis un truc gentil, t'es con quoi, putain d'enculé. Ouais. Allez vos gueules, putain. Bâtard. Mais c'est pas grave, on se marrait. Et en vrai, quand j'y repense, je suis un peu nostalgique de tout ça, tu vois, parce qu'on se mettait pas la pression, on se marrait, on faisait des trucs, personne nous emmerdait, on faisait ce qu'on voulait, c'était cool quoi. Ce que je remarque moi dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui, c'est souvent les auteurs qui viennent te chercher, que ce soit Cyprien, etc., pour faire leur projet de vidéo. Est-ce que la collaboration se fait facilement? Quand je commençais à faire des trucs en dehors du bagel, la question c'était ok, on vient me chercher pour ça. Et moi je prenais mon rôle vraiment de réal de commande à cœur. Moi mon but c'était que je sois fier du projet, mais c'était aussi que la personne qui m'a demandé de le faire, que j'arrive à comprendre sa vision et à la mettre et à la faire exister. Et moi en effet, la plupart des trucs que j'ai fait c'est de la réelle de commande, dans le sens où c'est des créateurs qui ont déjà leur univers, qui ont déjà tout, qui m'appelaient pour avoir ma vision à moi sur un de leurs projets. C'est pas dégradant je dis pas que le job de réel de commande est dégradant par rapport à un réel auteur, Non, c'est juste pas, deux métiers différents. Où moi vraiment à chaque fois j'essayais d'être au service du mec qui me commandait le projet, tu vois. D'accord. Là en 2018, tu as sorti pour la chaîne de Roméo Elvis, qui est un rappeur belge que tout le monde connaît je pense, Atella-toi. Et là, tu as coécrit le sketch, en fait, avec Jérôme, Niel et Baptiste Lorbert, il me semble. Je l'aurais jamais écrit seul, parce que c'est pas mon métier, parce que j'ai aucune prétention d'auteur ou quoi. Ça t'attire pas? Non, c'est un métier différent. Auteur, c'est une science quasiment, quoi. T'as des codes. T'as des codes hyper précis pour que ton truc il marche. Et ça va dans l'élaboration des personnages, comment tu structurer l'intrigue. Comment tu structures une intrigue. Et du coup, c'est vraiment un métier différent. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour les auteurs. Et je me suis jamais prétendu auteur parce que c'est pas mon métier, quoi. Et donc, d'avoir un projet estampillé, t'as vu, ça fait le lancement un peu pro, tu vois. Estampillé 100% Théodore Bonnet, ça t'attire pas plus que ça, en fait? En fait, moi, j'ai pas d'intérêt à dire c'est moi qui ai écrit, c'est moi qui ai... Tu vois, on s'en fout. Quand on a fait Clash Astéroïde... Tu peux même partir et ne plus y penser. Sur ta tombe, c'est là que l'on va danser. Là, pour le coup, moi, ce sketch, il devait être fait dans le cadre du Tour du Bagel. Et on a attendu 4 mois pour le tourner. Ouais. Moi, je me suis vachement approprié ce truc parce que ça me parlait et que voilà. On avait un pitch. Moi, j'ai dit, tu vois, typiquement, j'ai fait ce travail-là. C'est-à-dire que je l'ai restructuré. En effet, j'ai écrit les paroles des chansons avec Flaubert. Mais tu vois, l'auteur principal du sketch, ça reste Flaubert. Moi, je suis allé le voir, non pas pour lui dire, mec, ce que t'as fait, c'est pas bien. Au contraire, c'était chambé, tu vois. C'est juste pour dire, moi, j'ai une vision du truc. Donc, viens, on se met ensemble pour restructurer. Ouais. Lui, il va penser punchline, blague, dialogue, machin. Il sait faire très bien ouais, son taf. Il est super, Flaubert, il est hyper bon en dialogue, en punch, en tout ça. Après, ça veut pas dire que ma vision était meilleure que la sienne. C'est juste que moi, on m'a confié le sketch en tant que réal. Et que du coup, t'as une responsabilité. Il fallait que moi j'apporte ma vision. Et je l'ai pas fait dans mon coin, au contraire, tu vois. Non, je voulais le faire avec l'auteur. Avec Flo, et il y a Axel aussi qui a mis sa touch. Mais tu vois, même un projet comme ça, où je me suis un peu fait chier à tout faire parce que je voulais que ça soit vraiment mon truc à moi, au final, Sam, on a passé des dizaines d'heures ici à le mixer. Et c'est grâce à Sam si le son est aussi cool. T'as la prod, t'as Clara qui a fait un travail de dingue, tu vois, t'as Griffo qui a fait un travail de dingue au FX, Gérard Bass qui nous a fait l'instru de Jérôme Kemar et Evic, t'as Evic qui a posé. Enfin, tu vois, en fait, c'est des métiers où tu peux pas être le centre du monde, quoi. C'est forcément un truc que tu fais en groupe. Quand bien même je retouche le texte, quand bien même je réalise, quand bien même je monte, quand bien même je fais la musique, il reste quand même 30 personnes autour qui ont aidé à ce que le truc soit possible. Et tout le monde est aussi important, tu vois. C'est des jobs vraiment où t'es pas dans ton coin, quoi. T'es obligé de le faire avec une équipe et de bien t'entourer avec les bonnes personnes pour t'aider à toi, en tant que réal, et exaucer ta vision du dos, quoi. Et du coup, il y a une séquence dans l'émission, mais dis-moi tout, qui s'appelle l'objet. Tu dois... C'est tellement triste comme objet, mec.
C'est quoi l'objet que tu as choisi de présenter? Pour mettre le truc au clair, j'ai pas centralisé cet objet, c'est juste qu'en arrivant, je me suis dit, ah, il y a un truc que j'ai sur moi. Genre le mec sort une lentille qu'il met devant ses objectifs parce que, tu comprends, ça fait une touch un peu vintage que j'aime bien, ça me rappelle le sud. Non, non, vraiment, on part sur un objet. Un médiator. Un médiator. Wouh, l'objet. Pourquoi ce médiator du coup? En vrai, j'ai fait beaucoup de musique étant plus jeune et je pense que si j'avais pas fait de la vidéo, j'aurais fait de la musique. C'est un regret? C'est pas un regret parce que je suis très heureux de faire ce que je fais et c'est charmé, mais ouais, la musique c'est. Enfin, moi quand j'étais gamin, je voulais être Keith Richards, tu vois, Yes. et faire des concerts quoi. Est-ce que tu aurais envie de nous parler d'une chaîne YouTube que tu regardes un peu qui était- et que personne ne connaît ou pas grand monde peut-être ou... Alors moi je voudrais mettre en avant la scène de Sakashi Takama, qui est un créateur japonais qui fait des origamis. D'accord. Et du coup. Sakashi Takama. Ouais, et il met du coup en scène des origamis dans des D'accord. décors. Non, c'est pas vrai. En fait, non, Ah le vache, tu l'as bien fait. Hein. Vraiment, non, je suis très classique et je regarde sur YouTube ce que tout le monde regarde. Ouais. Mais on peut donner un petit coup de pouce à Croûte de Melo Coco, Mais le Coco qui est une chef costumière de Stevie Bagel et de plein d'autres choses, et qui fait plein de trucs. qui est une femme bourrée de ressources et Ouais, et de d'énergie. talent. Ouais. Et de talent. Et elle lance sa chaîne qui s'appelle Croûte. Et le principe, en gros, c'est de partir avec des copains, faire des fêtes de village un peu partout en France. Je trouve que le concept est assez cool de faire découvrir Des lieux, des des fêtes. fêtes de village et des trucs sur un ton un peu décalé, marrant. Et en vrai, nous, quand on part faire la fête du hareng ou les cerfs-volants à Berck, on est vraiment les gens les plus heureux du monde au moment où on arrive dans cet endroit, quoi. Donc vraiment, c'est sincère, c'est très frais. Big up à Melo Coco. À Mélo. Ouais. Pour la fin de l'émission, Théo, on va faire un truc, je t'en ai pas parlé. C'est le check. On va se dire au revoir parce que c'est la fin de l'émission. On peut pas se faire une bise. On peut se faire une bise. On peut se faire une bise, quoi. Mais à la belge. À la belge, Alors, c'est c'est que quoi d'un la bise côté. de la- T'as pris ça avec C'est que d'un côté. Romeo Elvis? Non, même pas. J'ai tourné une pub Burger King en Belgique. Et du coup, moi, je rencontre les gens et tout. Et je leur fais tous une bise, quoi. Enfin, deux Comme ça. bises. Comme ça, normal. Et les mecs, ils me regardaient chelou. Et il y a une meuf de l'équipe qui a vraiment osé le deuxième jour me dire, en fait, en Belgique, c'est une. Et je fais yes. Donc vraiment, je passe pour un con depuis 2 jours. Merci les gars, c'est cool, tu vois. Donc en Belgique, c'est une bise. Voilà. C'était la minute que le point culturel. Le point culturel, eh ben écoute, on se fait une bise. Et ben, on se fait une bise. Allez, Merci, Voilà. Mehdi. merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Théo d'avoir accepté de venir dans l'émission. Merci à toi. Puis on va se dire à bientôt dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter. Faites ce que vous voulez, partagez si vous avez envie. J'ai personnellement pris beaucoup de plaisir. Merci Théo. Au revoir et à bientôt.